parce que sinon, si suicide, premier, deuxième, troisième étage, toutes les nouvelles qu'on vous annonce, on vous aurait ramassé à petite cuillère. Là, on est au rez-de-chaussée, donc on se jette par la fenêtre, bon, on se fait mal, mais ça va. Et heureusement, il y a des solutions. Donc ça, c'est le but de mon intervention. On ne va pas être dans un commentaire libéral des dispositions législatives. On l'a vu sur le loi meublé non professionnel et pacte Dutreil, il n'y avait pas un mois avec une actualité différente du mois précédent. La Cour de cassation nous disait oui, le Conseil d'État nous disait non. Là, c'est bon? C'est bon pour le son? Parfait. Le Conseil d'État nous disait oui, le Parlement, au titre du 49.3, nous disait non. Vous voyez, on était vraiment dans cette passion. Alors, votre dévoué serviteur va présenter cette conférence. Comme d'habitude, un petit CV rapide. Alors moi, je suis diplômé notaire, ce qui est rassurant pour exercer mon métier. Je suis également docteur en droit. Je me suis amusé à ouvrir le capot de la voiture pour examiner de manière plus détaillée. Puis j'ai fait plusieurs masters en droit privé général, en droit notarial et également en gestion de patrimoine. Je suis diplômé en théologie, donc même après votre décès, je suis toujours là. Je vous accompagne vers la mort et au-delà, et même l'infini. Donc c'est agréable. J'enseigne la gestion de patrimoine à mes petits étudiants qui en général sont conseillers de patrimoine, qui préparent un bac+5, auteur d'un ouvrage qui est ici, qui vous attend avec impatience, le Patrimonio. Qu'est-ce que le Patrimonio? C'est un ouvrage dans lequel j'ai pris les 100 questions que vous avez. Quelle est la différence entre l'IR et l'IS? Quels sont les droits du conjoint survivant? Comment fonctionne une copropriété? Et je les ai illustrés à travers un graphique, un visuel, et puis bien sûr une petite page d'explication. Donc tout ça, on en parlera dans le détail par la suite. Et puis j'ai créé mon office notarial. Alors pour des raisons de qualité de vie, j'ai fui Paris. Je me suis installé à Orléans, mais je suis à Paris tous les mercredis. Donc aujourd'hui, je suis évidemment là. Et je travaille beaucoup en visioconférence, ce qui fait que les clients ne savent même pas que je suis notaire à Orléans. Alors, un petit récapitulatif de votre vie patrimoniale, des obstacles à n'en plus finir. Et si les décisions prises sont les bonnes, ça pourrait bien se passer. Voilà, ça se présente un peu comme ça, voilà. Il y a des dangers partout, on va essayer de les gérer. Et on va essayer de gérer comme un Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, vous savez qu'il y a eu 3 épisodes, 3 chapitres. On va parler de la communauté de l'anneau, on va parler vie de couple et la conséquence patrimoniale. On va voir que la vie de couple est un outil de défiscalisation qu'on n'aurait pas forcément imaginé au départ. On va voir les 2 tours, la construction de son patrimoine, le patrimoine immobilier, le patrimoine financier. On va revenir à quelques fondamentaux et des stratégies gagnantes. Et puis le retour du roi, c'est le dernier chapitre du Seigneur des Anneaux, c'est la transmission de patrimoine. Éviter l'enfer de l'impréparation et choisir le paradis de l'anticipation. Donc, sans plus tarder, on entre dans la communauté de l'anneau. Alors, comme je suis romantique, j'ai mis des petits cœurs partout. J'ai essayé de mettre un cœur pour chacun de vous, de tout l'amour que je vous porte. Et donc, voilà, alors vous voyez sur une copie d'étudiant, ça c'est la date et le numéro. Il veut un rendez-vous, le petit garçon, mais il est conduit par la dame. Elle dit 4 situations sont envisageables. Soit vous n'êtes pas en couple, mais moi je ne fais pas agence matrimoniale, hein, je ne peux pas y remédier directement. Concubinage, ou pax, ou encore mariage. Alors, sans grande surprise, ce sont différents choix avec différentes possibilités. Quand vous êtes en concubinage, vous êtes bien conscient que la protection, la transmission, il n'y a rien. Rien chez rien. Il y a zéro. Nada. Mais on peut l'organiser, et ça, peu le savent, par une convention de concubinage. Donc c'est pas forcément perdu, on peut organiser un petit peu la vie d'un couple qui, peu importe la raison, n'est pas paxé, n'est pas marié. Convention de concubinage, vous entendrez peu parler, ça peut être intéressant. Ensuite, comme au restaurant, vous avez le menu économique, qui est le PAX. Alors le PAX, faites attention, parce qu'il y a des régimes de PAX. Souvent, on est un peu rapide sur le PAX, en disant, voilà, on va à la mairie, on signe, on ne sait pas trop comment ça va se passer, bon, voilà, c'est bien, c'est pour faire plaisir à l'autre, puis ça s'arrête là. En réalité, c'est plus subtil que ça, parce qu'il y a 2 régimes juridiques dans le PAX. Celui dans lequel on considère que, par défaut, c'est moitié-moitié, sauf à prouver le contraire. Donc, on a financé un bien, moi j'ai financé 60, toi 40, bon ben, je peux prouver que j'ai financé les 60, donc j'ai bien 60 au final. Mais il y a le PAX dit d'indivision,
Et c'est une case à cocher. Donc si vous avez coché la mauvaise case, les ennuis arrivent. Dans lequel on dit que c'est réputé par part égale. Peu importe la preuve contraire. Donc, on a acheté tous les deux un bien à 1 million. Elle a mis 300 000, j'ai mis 700 000. Et si on a coché la mauvaise case du Pax, ce sera réparti moitié-moitié. Donc, c'est pas inintéressant de se renseigner un petit peu avant. Et puis, pour les plus gourmets d'entre vous, évidemment, le menu gastronomique avec le régime matrimonial par défaut, la communauté réduite aux acquets, et ces subtiles variations, on va en parler un peu dans le détail, qui sont aussi des moyens de réglage. À chaque fois, vous avez, comme dans les bananes, c'est un régime, il y a le régime primaire, les règles impératives. Quand vous vous mariez, vous ne posez pas de questions, il n'y a pas une option en disant fidèle, pas fidèle, on verra selon les circonstances. Ça fait partie. Ah, et rire, madame, voilà. C'est notre petit secret, tous les deux, enfin maintenant on le partage, tous ensemble. Et ensuite, vous avez le régime secondaire, ce sont des règles que vous pouvez adapter. Et on va voir qu'une adaptation intelligente de ces règles peut être une source d'économie importante. Alors ça, c'est pour ceux qui sont plutôt bananes, ça c'est, voilà, ensuite on va entrer dans le meuble. Donc vous avez les régimes séparatistes, il y a 2 masses, et les régimes communautaristes, qui se composent de 3 masses. Comme vous avez vu dans un régime communautariste, monsieur a son placard, madame a son placard, et il y a un tiroir commun. Dans le régime de la communauté réduite aux acquets, on considère que ce qui est dans ce tiroir commun, donc, ce sont les acquets, ce qui a été acquis à titre onéreux pendant le mariage. Si les principes sont simples, c'est quand même truffé de pièges. Par exemple, la résidence principale. Si elle n'appartient... Alors ça, c'est la période Covid. Voilà, et les gens disaient, on est chez nous, on est coincé, comment ça se passe? Donc, bon, on pouvait faire de l'escalade chez soi. Bon, c'est un sport, petit budget, voilà, c'est assez facile. Alors, le propriétaire de la résidence principale. Quelques pièges qu'on rencontre fréquemment dans nos dossiers. Le piège classique, c'est la vente de la résidence principale que pourtant madame avait reçue par héritage, et donc elle pense être seule à pouvoir vendre. Eh bien, son époux doit intervenir à l'acte, au titre de l'article 215 alinéa 3 du Code civil, pour autoriser la vente. Il n'est pas propriétaire, mais le domicile conjugal est protégé. Donc monsieur doit intervenir. On dit, tiens, c'est pas évident parce que je pensais que n'importe quel. Deuxièmement, quand vous vous mariez, on a vu, avec nos bananes, qu'il y a un régime primaire, notamment la contribution aux charges du ménage. C'est normal, chacun va contribuer en fonction de ses revenus au train de vie du ménage. Jusque-là, rien de surprenant. Néanmoins, quand on est en séparation de biens purs et simples, on pense que chacun a sa quote-part, et puis voilà, c'est indiqué. Eh bien, la Cour de cassation dit, ah non, pas du tout. Au titre de la contribution aux charges du ménage, si l'un des époux a surfinancé, a financé plus que prévu, eh bien, c'est pas grave, ça restera comme ça, peu importe les quotités indiquées dans l'acte. Là encore, c'est vicieux, parce qu'on a une logique séparatiste en disant c'est chacun chez soi et Dieu pour tous, c'était la quotité indiquée à l'acte, et la Cour de cassation dit non, c'est de là, c'est comme une masse commune, on va faire fonction des origines. Donc, ça, c'est des points vigilants. Parmi les subtilités... Et vous voulez dire par rapport au train de vie pendant plusieurs années, s'il y en a un qui a surfinancé, exactement. Qui a plus cotisé... Ou exactement. Exactement. Si donc le cas classique, c'est on a acheté moitié-moitié, mais il y en a un qui remboursait aux 3/4 le prêt, et l'autre remboursait que d'1/4. Donc au final, celui qui a remboursé plus que sa quotité, il va dire moi j'ai remboursé les 3/4. Or, sur le titre, je suis qu'à 1/4, donc je suis ton créancier pour 1/4. Et la conséquence, c'est la Cour de cassation dit non, il a contribué plus parce que c'était une charge du ménage pour loger la famille. Vous voyez? C'est pas... C'est uniquement par rapport au bien. Alors, à la résidence principale et à la résidence secondaire. Ça ne s'appliquerait pas sur d'autres biens. Pas aux voitures, ou machin. Voilà, exactement. Exactement. Donc au finish, en fait, celui qui a beaucoup plus financé, il se retrouve de toute façon, on considère que c'est normal, quoi. En fait. Exactement, voilà. exactement. Parce qu'il a épargné du fisc, son conjoint le récupérera. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut utiliser l'adaptation du régime matrimonial pour
Mieux transmettre. Je prends un exemple très simplifié. C'est l'exemple où vous avez monsieur qui détient 400 000. Il a 2 enfants, donc vous savez qu'il y a un abattement par parent par enfant de 100 000, donc il va pouvoir transmettre 200 000 en totale exonération. Les 100 000 premiers euros sont exonérés. Mais les 100 000 euros suivants, puisqu'il veut transmettre 200 000 par enfant, sont fiscalisés. Et là, mauvaise nouvelle, on est tout de suite sur une tranche à 20%. 20%. On n'a pas envie de décéder. Ça donne pas, on s'accroche à la vie. Ça faisait penser à certains lords écossais, quand les Anglais mettaient trop d'impôts, ils ne décédaient jamais. Et donc, ça disait, Lord Glorsmott, ça fait 98, 99, 100 ans, 103 ans, et personne ne le voyait, il était peut-être dans sa tour, là-haut, mais voilà, c'était pareil. Bon, donc, là, vous voyez, on va être fiscalisé, on a un impôt qui est légèrement progressif, hein, avant les 15 000 euros, donc on enlève 1806 euros pour être fiable, et donc, grosso modo, on est sur un impôt à 19 000 d'impôt par enfant. Sauf si on est malin. Sauf si on est malin et que monsieur, dans sa grande bonté, décide que le bien va être apporté à la communauté. Et là, ça ne déclenche pas les plus-values. Et là, ça déclenche des droits fiscaux dérisoires, puisque de 0,715% sur l'enrichissement du conjoint qui en bénéficie. Donc 0,715, ça reste raisonnable. On a envie de décéder. Non. Donc monsieur va glisser du patrimoine, et ensuite, chacun va pouvoir donner. Et on va être en exonération totale. Donc vous voyez, une stratégie d'adaptation du régime matrimonial fonctionne. J'ai le cas d'un client pour lequel on le fait pour 12 millions d'euros, donc là ça correspond à des parts de société. Comme on est en part de société, on économise 0,715, c'est pas désagréable. Et lui il me dit, oui mais quand même, moi je veux le pouvoir. Et puis l'usufruit, moi si c'est moi l'usufruitier, gros pouvoir, gros revenu. Si c'est madame, pouvoir, petit revenu. Donc, on peut, en droit des sociétés, adapter les statuts pour avoir des catégories différentes. Donc lui va garder des parts de catégorie A avec un usufruit fort, il aime ça, et madame aura des parts de catégorie B avec des pouvoirs faibles, puisque là on est plus dans une optique de transmission aux enfants et de profiter par ricochet de l'avantage fiscal. Donc vous voyez, on a pu construire une stratégie avec des gains évidemment phénoménaux, hein, parce que là, sur 12 millions d'euros, quoi qu'on fasse, on gagne des sommes considérables. Autre stratégie, complètement différente, vous avez un bien qui est considéré un peu comme sacré dans la famille, et on ne veut pas que les enfants s'en mêlent, en tout cas pas avant le 2e décès. Dans ces cas-là, on se dit, bah oui, mais par défaut, en cas de décès, le bien va être en indivision et en démembrement. Donc le conjoint survivant ne pourra pas vendre sans l'accord des enfants, ne pourra pas disposer du prix sans l'accord des enfants. Une solution, c'est la société civile, on en parlera dans le détail, mais une autre solution est l'adaptation du régime matrimonial. Si les enfants sont communs, et même dans une certaine mesure, les enfants ne sont pas communs, on va pouvoir mettre dans le pot commun des biens et dire ce bien-là, il est sacré. Le conjoint survivant le recevra sans fiscalité et les enfants ne le recevront pas dans la succession. Vous voyez, on protège des enfants. L'immense avantage de cette stratégie, c'est que civilement parlant, que se passe-t-il? Il n'y a rien de transmis au premier décès, en tout cas sur ce bien, et ce ne sera qu'au second décès. Oui, me direz-vous, mais on va avoir un problème qui est fiscal. Vous venez de nous dire que la progressivité de l'impôt était telle que c'était bien de transmettre quand même. Eh bien là, 2 contre-arguments. Soit on transmet d'autres éléments du patrimoine, et à la limite on fait porter l'effort de transmission sur d'autres actifs. Soit, deuxième solution, dans nos régimes matrimoniaux, on adapte de manière assez fine pour que les enfants reçoivent seulement de la créance. De la créance exigible au 2e décès. Ce qui fait qu'ils récupèrent de l'avantage fiscal. Mais le conjoint survivant n'a rien à décaisser. Et il a la pleine propriété, puisque une créance 2e décès, c'est un papier chez le notaire. Ça vous contraint. Là encore, c'est des stratégies assez complexes.
et assez sympa. Alors, la société civile, on va beaucoup en parler parce que c'est un outil puissant. D'abord, quelle est la différence entre une société civile et une SCI? Une SCI, c'est vulgaire. C'est pour les gens vulgaires. Vous méritez mieux, puisqu'on est dans la conférence Seigneur des Anneaux. Et les seigneurs, ils ont des sociétés civiles. Pourquoi? Parce que le Code civil, il ne parle que de société civile. Il ne parle pas de SCI. La SCI, c'est une invention de la pratique qui a dit, on va prendre une société civile, et puis on va mettre comme objet l'immobilier. De la même manière, quand vous allez chez le médecin, il exerce en SCP, c'est une société civile professionnelle. Il a créé une forme sociale, et il a dit, moi je vais avoir l'activité libérale de médecin dans ma société. Moi je vous recommande, dans les stratégies patrimoniales, de créer une société civile avec un objet large, faire de l'immobilier, du financier, mais aussi peut-être de la holding, on le verra avec l'intérêt IRIS, ou de la prestation de conseil. Quel est l'intérêt? C'est que dans ces cas-là, vous avez mis par exemple un bien qui vaut 1 million. 10 ans plus tard, la société revend le bien à 1 million. Et vous n'avez besoin, pour vous reloger, pour vos investissements, que de 600 000. Que de faire les 400 000. Si vous êtes en société civile, vous pouvez les investir sur du financier, de la SCPI, du contrat de capitalisation, du compte titre. Vous avez une totale liberté. Ce qui fait que vous pouvez adapter votre patrimoine à votre projet de vie. La grande maison familiale au Chênay à 1 million, qui avait du sens quand on avait 4 enfants, elle a peut-être pas de sens quand j'ai un besoin d'être avec de la domotique, du rez-de-chaussée, mais par contre, je suis content qu'il y ait un contrat de capitalisation à 400 000 €, et si j'ai besoin de refaire la cuisine ou payer mes charges de copropriété, ça se fait tout seul, parce que ma retraite est petite. Vous voyez? Donc ça, déjà, c'est une stratégie intéressante, une société étant, comme vous l'avez vu, et un contrat et une personne. La société permet une organisation sur mesure de votre client. Je donnais il y a 2 semaines un cours, et puis je disais aux étudiants, racontez-moi, alors c'est des étudiants qui ont bac plus 4, qui préparent un bac plus 5, et ils sont tous en apprentissage, et on me disait, racontez-moi, et on partait de cette situation. Monsieur, voilà, c'est un chef d'entreprise, il a beaucoup réussi, madame, c'est une ancienne comédienne, elle a un côté un peu loufoque, mais tout ça, la gestion, c'est pas du tout son affaire. Il y a un enfant qui est explorateur, donc il est bipolaire, tantôt arctique, tantôt... Madame aime bien les blagues. Alors donc il est bipolaire, tantôt l'Arctique, elle est jamais là. Il y a un enfant malheureusement qui est décédé et qui laisse un petit enfant, et puis on a la fille qui elle est formidable, elle est dynamique, elle a 2 écrans d'ordinateur pour elle toute seule, voilà, elle est super. Donc là vous voyez qu'on peut, à travers la société, loger des actifs immobiliers, différents actifs immobiliers. Des actifs financiers, et oui, on peut mettre du contrat de capitalisation. Le CAC 40 est en train de crever le plafond, vous l'avez vu les 2 derniers jours. On peut avoir du mixeur CAC 40, vous suivez le CAC 40, pas de problème. On peut même avoir un passif, une dette, à l'intérieur de la société, pour avoir l'effet de levier d'emprunt. Et là, que s'est-il passé? Eh bien, peu importe l'absence d'un enfant, peu importe, là, on parlait tout à l'heure, il y a même des ministres, des secrétaires qui sont sous tutelle, curatelle, tutelle, vous voyez, il y a un peu zinzin, donc on est sous tutelle. Là, il y a la tutelle légale de ses parents, on n'a pas besoin de passer par ses parents, on va imaginer dans la société que le papa est le boss, et sa fille la plus apte à gérer est co-gérante. Donc, elle pourra prendre des décisions. Est-ce que les enfants, vivants ou représentés, sont lésés d'1 centime d'euro? Non. Puisque chacun sera associé en nue propriété puis en pleine propriété à part égale des mêmes parts de la même société, détenant le même patrimoine. Donc c'est un formidable moyen de l'égalité successorale. Vous avez une famille, on peut imaginer que l'un des enfants a des fréquentations toxiques, que je représente ici de manière très claire, un junkie qui veut fumer en cannabis tout votre patrimoine immobilier, que vous avez maigrement fait échapper du fisc, eh bien, par la société, on peut le neutraliser. Parce que dans une société, on va mettre une clause d'agrément qui va être comme le videur d'une boîte de nuit et qui va pouvoir dire « t'as pas de bonnes chaussures, dehors ». On peut organiser le pouvoir à l'intérieur d'une société. Le schéma qui fonctionne bien, c'est mon conjoint survivant à mon décès sera usufruitier, tous les revenus.
sera gérant, il aura donc les pouvoirs, le contrôle politique. Il pourra vendre un actif immobilier, il pourra en racheter d'autres, il pourra emprunter. Et puis les enfants sont du propriétaire dans l'égalité successorale et la paix des familles. Quant aux éléments toxiques, ils seront rejetés en dehors de la société. La société présente donc un énorme intérêt, tant pour la détention, il évite les problèmes de l'indivision. L'indivision, vous avez 0,1% d'un bien immobilier qui vaut 3 millions, vous pouvez aller saisir le juge pour provoquer la vente du bien. En société, on est dans un monde civilisé. Il y a des règles de majorité. Donc, vous avez 3 enfants, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, il sera neutralisé. Les règles de la communauté ne sont pas toujours adaptées. Les parents peuvent vous dire, la communauté réduite aux acquets, elle n'est pas tout à fait comme moi. La gérance, ça nous évite le droit des incapacités. Maman perd la tête, mais c'est pas grave. En société, on nomme un enfant co-gérant, on ne passe même pas par le juge des tutelles. Donc, on a notre gestion sur mesure. La fiscalité est choisie, on choisit son régime fiscal. On pourra parler tout à l'heure de l'intérêt de l'impôt sur les sociétés. Dans un contexte politique où les États sont surendettés, 3 000 milliards de dettes. Madame, vous voyez à quoi ça représente, 3 000 milliards. Ouais. Quand on fait des courses, vous voyez, voilà, et ben, vous comparez à 3 000 milliards de dettes. C'est énorme. Vous êtes d'accord avec moi? Il va falloir un jour les payer. On commence à les payer à travers l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, on ne paie que les intérêts, même pas encore le capital. Donc, il y a une tendance à une fiscalité très forte des revenus fonciers. Là, je parle à des victimes. Ah, il y a des victimes ici, il y a des victimes. Alors qu'à l'inverse, l'impôt sur les sociétés connaît une baisse continue. On est aujourd'hui à 25%. Pourquoi? Parce qu'on est dans une compétition entre les États, notamment de l'Union européenne, pour avoir le meilleur taux et attirer les capitaux, les entreprises, les emplois. On a même une tranche à 15%. J'avais un client qui avait plein de sociétés. Je lui ai dit, pourquoi il y a autant de sociétés à l'IS? C'était pour à chaque fois avoir la tranche à 15%. Voilà. Donc, voilà. Alors après, il y a d'autres stratégies, mais voilà un exemple de choix au sein de la société. Et ensuite, les règles, non seulement une question de taux, mais il y a aussi les règles qui sont très favorables. La transmission est sécurisée puisque vous gardez le pouvoir, vous gardez le contrôle. Ça fonctionne très bien sur la résidence principale parce que vous pouvez même garder l'exonération pour résidence principale alors que vous avez transmis à vos enfants qui sont les propriétaires et dont ce ne sera plus la résidence principale. Donc on va aller très loin dans les réglages. Et ensuite, voilà, on avait vu transmission sécurisée, l'égalité successorale. Si je transmets des biens différents à des enfants différents, il y aura toujours inévitablement « oui, mais moi, j'ai eu nana ». Alors que là, on va transmettre le même nombre de parts à des enfants qui, au final, reçoivent bien le même patrimoine. Alors, cela étant, d'un pas joyeux, nous allons rentrer dans la construction du patrimoine. Les deux, toujours dans le Seigneur des Anneaux. Alors, quelques principes de base dans mon merveilleux ouvrage, Le Patrimonio, je vous en ai déjà parlé, oui. Donc j'écris pédale, pourquoi? Parce que ça me permet comme ça de récapituler les points clés. Mes étudiants, ils ont une mémoire de poisson rouge, hein, donc grosso modo, on a fait le tour du boucal, ils ont perdu ce que je leur avais dit. Donc il faut quand même des choses assez simples, mémotechniques. Et là, c'est développé dans l'ouvrage, on donne les principes fondamentaux qui permettent de construire correctement son patrimoine. J'appellerai principe de précaution, évaluation, diversification, adéquation, longévité, efficacité. On pourra approfondir ces différents points. Je vous ai mis quelques adages boursiers, ils sont là. Grosso modo, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une corrélation dans les classes d'actifs qui vous sont proposées entre la prise de risque et la performance potentielle. Si on vous dit « j'ai trouvé un actif très rentable sans prendre de risque », vous avez sans doute le digne successeur de Bernard Madoff. On est dans le début d'une escroque. Il y a une corrélation mécanique. C'est après à vous de choisir votre niveau de risque et d'avoir une diversification suffisante des actifs pour diluer ce risque. C'est important d'avoir une assurance vie fonds euro parce que le jour où vous avez des charges de copropriété de 8 000 € qu'il faut payer tout de suite, il faut mobiliser très vite son épargne. Mais là, c'est un aspect de disponibilité, ce n'est pas une recherche de rentabilité. Par contre, si vous investissez dans un GFA rural, vous vous doutez bien que c'est une perspective de long terme. Voilà l'idée générale.
Alors, constat qui va vous sembler un peu surprenant, mais c'est vrai que sur un temps long, la bourse est un bon placement. Donc là encore, à diversifier. On constate souvent que le patrimoine des Français est surpondéré en immobilier. Donc on a des clients qui sont très riches sur le papier, officiellement, et notamment ça pose problème le jour de la succession. Moi j'ai réglé dernièrement une succession, on a 2 millions de patrimoine. C'est bien, 2 millions. Mais on ne peut pas payer l'impôt. On est dans la mouise. Et c'est la fille qui doit prêter à son père l'argent pour que lui paie. Alors, voyez, donc, avec le temps, tout s'en va, hein, comme dit la chanson, mais avec le temps, vous gagnez comme moi de la sagesse, et donc vous pouvez vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, mon patrimoine est bien adapté à mes besoins? Est-ce que je ne suis pas surchargé parfois en immobilier? Surtout sur un actif dans lequel la classe des PE n'est pas la bonne, il n'y a que des ennuis partout, donc il faut se poser la question. Parce que vous allez voir qu'on a de la fiscalité partout. Alors je donnais ici une petite image, hein. L'employeur décaisse 10 000 euros, le salaire brut passe à 6 666, le salaire net est 4 666 après les charges sociales, ensuite vous avez le brut disponible, vous êtes refiscalisé à l'impôt sur le revenu, vous dépensez en TVA et vous transmettez à vos enfants. À la fin, il reste, vous voyez, je vais faire quelques petits calculs comme ça, des heures perdues. Et pour 10 000 euros de l'employeur, il reste 2 389 aux enfants. Vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'il faut avoir l'œil vif en matière fiscale. L'effet de levier immobilier, je ne développe pas particulièrement, mais effectivement, plus vous empruntez sur une durée longue, mieux c'est. On en parlait tout à l'heure, on voyait aussi l'intérêt de l'impôt sur les sociétés. L'idée est la suivante, à partir du moment où vous rentrez dans le monde merveilleux des sociétés, vous pouvez opter pour un impôt qui obéit à des règles très différentes de l'IR que vous connaissez. Et l'IR, on l'a vu, avec les prélèvements sociaux à 19,7, alors on dit que le PS a disparu, mais pas les prélèvements sociaux qui sont également PS. Hein, vous l'avez remarqué ça. Oh le PS, alors je regarde, vous voyez, les élections. Dis combien a fait le PS 2,3. Ah bah non, 19, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah non, il est toujours là, il est partout le PS. Et donc il vous prend dessous. Ah, ça va pas. Alors, donc vous avez le prélèvement social, et puis ensuite, bah, vous avez vu, il y a un mécanisme de tranche qui fait qu'on est assez rapidement sur des tranches élevées, puis les enfants quittent le foyer familial et arrive ce qui arrive. Donc, c'est là qu'il faut faire un comparatif vigilant entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Parce qu'une société peut opter pour l'impôt sur les sociétés. Attention, dans ce cas-là, c'est la société tout entière qui opte, c'est tout le patrimoine qui y est. Hein, donc il faut bien être cohérent là-dessus. La mécanique n'est pas du tout la même parce que à l'impôt sur la société, le redevable de l'impôt c'est la société, à l'IR c'est l'associé. D'un côté, c'est le barème progressif de l'impôt sur le revenu, alors que de l'autre côté, on a vu tout à l'heure, il y a le taux réduit de 15% et après un taux à seulement 25%. Et puis, on a vu des mécaniques qui sont complètement différentes. Par exemple, en droit à l'impôt sur le revenu, vous êtes taxé sur les bénéfices distribuables. Peu importe que vous décidez de distribuer ou pas. Alors qu'à l'impôt sur les sociétés, c'est vous qui décidez de distribuer et déclenchez la fiscalité. Donc ça encourage le réinvestissement. De la même manière, les critères de déductibilité des frais, de l'amortissement, voilà, sont assez différents. Alors là encore, ça demande une étude au cas par cas. Le point délicat, c'est en matière de plus-value immobilière. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez sortir de votre investissement, autant l'impôt sur le revenu est très favorable, puisque chaque année de détention va réduire le taux moyen d'imposition. Alors après, c'est une course contre la montre, parce que souvent, il y a un prix plus d'actifs que le taux d'imposition, lui, diminue. Alors qu'à l'inverse, à l'impôt sur les sociétés, comme vous avez amorti votre bien, il va perdre de la valeur mécaniquement, comptablement, et on va créer de la plus-value artificielle. J'ai acquis un bien 1 million, donc je m'attendais 15 ans plus tard, quand je revends, à dire bah, je l'ai acquis 1 million, et on va dire non, peut-être qu'il valait 1 million à l'époque, mais maintenant vous allez mettre 600 000. Ah oui, 600 000, c'est-à-dire que je suis taxé de 400 000. Ben oui, parce que vous l'avez amorti. Donc vous voyez, l'effet positif de la période de détention va se retourner. D'où l'intérêt de concilier ensuite avec des stratégies pour concilier les deux. Et essayer de faire en sorte qu'on puisse vivre un impôt sur les sociétés pendant la détention, puisque c'est plus favorable, et ensuite de passer à l'impôt sur le revenu quand on est au moment de la réalisation d'actifs des plus-values. Donc vous voyez, après, pour les entrepreneurs, c'est pas tellement notre objet,
aujourd'hui, mais vous avez des stratégies dans lesquelles la société va acheter un usufruit à durée fixe d'une société civile dont l'entrepreneur, par ailleurs, a la nue propriété. Ce qui fait qu'on a tous les avantages de l'IS pendant la période de détention, on va amortir, ça va financer le bien, et lorsque cet usufruit, qui est en général de 15 ans, va s'éteindre, sans fiscalité, sans formalité, tout revient dans l'escarcelle du même entrepreneur. C'est pas de jumeaux, c'est le même bonhomme, qui lui va bénéficier de la détention à long terme à l'impôt sur le revenu. Dans les tours de magie, intéressant, la vente à soi-même. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Comment ça se passe? Je vous montre le truc. Oui, on est entre nous, hein. Alors, il y a un truc. Bon. Alors, l'idée est la suivante. Vous êtes là, vous détenez un bien. Et vous faites votre petit bilan en vous disant, ça ne va pas. Je suis à l'IR, je suis à l'IFI. En cas de décès, je serai en droit de succession. Je vais supporter le droit de partage. En cas de décès, je perdrai la gouvernance. Je n'ai pas la disponibilité de capitaux. Or, ma retraite est illimitée. Et je suis conscient que j'aurai besoin, pour assurer mon train de vie, de sous-sous. La stratégie est simple, on va constituer une société. Cette société, vous allez lui vendre votre bien. Vous allez donc encaisser un prix de vente, vous allez le mettre en assurance vie. Si vous le faites avant vos 70 ans, il faut savoir que l'assurance vie, c'est un régime fiscal très favorable, car il y a un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. On verra aussi qu'on peut démembrer la clause bénéficiaire et faire des choses très intéressantes. Le bien est donc logé dans une société civile qui a un passif d'1 million. Elle a dû emprunter. On va pouvoir faire une donation de la nue propriété à nos chers enfants. Et là, on a résolu le problème. La société est à l'IS. Nous sommes sortis du cadre de l'IFI, puisque j'ai un bien 1 million, mais j'ai une contrepartie d'1 million et l'assurance vie n'est pas fiscalisée. J'échappe au droit de succession puisque j'ai transmis pour une valeur dérisoire aux enfants. Je suis en société, donc j'ai la gouvernance et j'ai récupéré des capitaux. Donc voilà le genre de stratégie qu'on appelle une vente à soi. Troisième partie, pour tenir les délais et ensuite pouvoir évidemment répondre à toutes vos questions, la succession. Succession, on se croise dans la rue avec le même manteau, les générations. Alors, l'idée, c'est que qui va hériter de vous? Vos descendants, mais à défaut, on va remonter dans l'arbre généalogique. Et puis, si vous n'avez pas de famille proche, sachez que c'est aussi l'État qui récupérera votre patrimoine. Ce qu'il n'a pas récupéré par l'impôt, il le récupère. Alors, le conjoint survivant, c'est important de savoir précisément quels sont les droits de vos conjoints survivants. Si vous avez acheté le patrimoniaux, vous êtes sauvés. Mais il y a plus de 7 milliards de personnes sur cette planète qui n'ont pas acheté le patrimoine. Hein, on fait le compte. Ils sont malheureux, ils sont dans la tristesse. Alors, dans le patrimoniaux, vous avez tous les tableaux. J'attire votre attention sur quelques pièges. Famille recomposée. On se marie. On se marie pourquoi? Pour dire c'est formidable. On va être mariés. Donc, à partir de là, en cas de décès, tu es mon héritier par le mariage. Oui, mais de quoi? D'un quart en pleine propriété. Donc, le conjoint n'est pas content parce que lui voulait avoir un usufruit pour avoir le cadre de vie. Et les enfants ne sont pas contents parce qu'il y a un quart du patrimoine qui a disparu. Donc là encore, urgence à faire un testament pour clarifier tout ça. Le démembrement de propriété est une formidable technique qui nous vient du droit romain. Un des bienfaits de la colonisation, Astérix et Obélix. Donc l'idée, c'est de dissocier. Et c'est vrai que les stratégies patrimoniales gagnantes reposent beaucoup sur le démembrement. Là encore, moi je fais des testaments qui sont sur 5-6 pages, parce qu'il faut tout prévoir. Et je vous rassure, quand on lit mon testament, on a envie de décéder pour voir comment ça va se passer. C'est agréable, c'est doux, c'est soigneux. Il faut envisager le démembrement. Qui a les pouvoirs de quoi? Qui va payer les gros travaux? Qui va aller aux assemblées générales de la copropriété? On peut le prévoir dans les donations, on peut le prévoir dans les statuts de société, on peut le prévoir dans les testaments. Encore faut-il le faire. Là, c'est très intéressant d'optimiser les schémas de démembrement pour que les parents aient le pouvoir
mais également la charge financière, les enfants n'ayant pas forcément la possibilité. Alors, pour éviter que ça finisse mal, c'est vrai que c'est important d'avoir envisagé la répartition des pouvoirs, en particulier, et d'éviter les problèmes de l'indivision. Là encore, on va en parler longtemps, ça se fait par le testament. Parce qu'après arrive la fiscalité. J'ai fait un schéma qui vous permet de compresser à la fois le taux de l'abattement et la tranche d'imposition. Conjoint marié ou pas, 0%. Pas les concubins. Pas les concubins. Ensuite, à un descendant, 100 000 €. Et ensuite, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est très vite, 115 932 et 652 324 à 20%. Et puis, vous voyez, frères et sœurs, etc., jusqu'à une personne qui n'a pas le lien de parenté, qui n'aura qu'un médiocre abattement de 1 594 € et 60% ensuite d'impôts à payer dans les 6 mois. Dégueulasse. Une solution fondamentale, anticiper votre transmission. Il n'est jamais trop tard. Pour moi, vous êtes tous jeunes, très jeunes, très jeunes, c'est le moment. Il ne faut pas se dire plus tard. Je donne un exemple. J'ai un bien que je veux transmettre. Si je transmets aujourd'hui, on imagine même idéalement, on l'a mis en société. La société vaut quasiment rien. J'ai mis mon apport personnel, il y a une dette, il y a un actif. Je transmets pour 3 fois rien. En société, je garde le pouvoir. Je garde le fruit, donc tous les revenus. Et puis le temps passe. Et là, je vois que tous les critères vont se dégrader. Parce que le patrimoine va prendre de la valeur, le passif va être remboursé, les 15 ans, 100 000 € tous les 15 ans, elles vont se renouveler, et puis mon usufruit, lui, a une valeur qui est fonction de mon âge. Et plus je suis âgé, plus je perds en valeur. Et là, c'est tous les 71, 91, 81 ans qu'on perd 10 points du jour au lendemain. Donc, c'est la course contre la vie. Quelle est la morale de l'histoire? Mieux vaut régler sa transmission à froid, quand on est chaud, qu'à chaud, que quand on est froid. Je dirais à votre voisine, essaie de faire les choses simples, pour que tout le monde comprenne. Le testament est un formidable outil, d'abord pour choisir la loi applicable. Imaginez que pour vos vieux jours, vous décidez d'aller vivre en Espagne, en Angleterre, en Italie. Vous décédez, c'est cette loi-là qu'on va appliquer. La loi de la dernière résidence du défunt. Non. Sauf si vous avez choisi la loi française par un testament. Mais il fallait le faire avant. C'est pareil pour tout, hein, sur la loi du régime matrimonial, etc. Le testament est beaucoup plus intéressant et puissant que la donation d'un vivant. Pourquoi? La donation d'un vivant, c'est je protège mon conjoint. Point. Alors que là, on peut tout faire. On peut protéger le conjoint, les enfants, gérer. Je donne toujours un exemple qui là j'ai fait une longue vidéo sur YouTube, Finari, qui est un agrégateur financier, et je donnais l'exemple suivant, qui va vous intéresser. Un monsieur vient me voir et me dit, écoutez, comme patrimoine, j'ai mon appartement, résidence principale, 1,2 million à Paris. Et vous comprenez, j'ai qu'une fille. Donc, bah oui, moi je suis d'accord pour transmettre, mais je suis maintenant très âgé, donc intérêt limité. Oui, mais, cher monsieur, on va faire un testament quand même. Et vous allez désigner votre fille comme légataire universel. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Ce notaire, quel escroc. Il m'a fait signer un testament où je suis légataire universel, alors je suis déjà héritier. Sauf que pour la modeste somme de moins de 40 €, vous pouvez vous procurer le patrimoine et voir la différence fondamentale entre un légataire et un héritier. L'héritier n'a qu'un choix. Soit il accepte, soit il refuse la succession. C'est libre. Le légataire peut cantonner, c'est-à-dire prendre moins que prévu. Or, ça tombe bien. Quand ce monsieur décède, sa fille, qui a un joli patrimoine par ailleurs, dit « Mais c'est pas surtout moi qui ai besoin, c'est mes enfants, mes 2 enfants. » Elle a donc cantonné en ne prenant qu'un tiers de la succession. Elle a renoncé au reste de la succession pour que ses enfants reçoivent chacun un tiers. Donc, mon 1,2 million, au lieu d'être sur cette tranche-là, au taux de 40%, a été coupé en 3
Et ils ont donc été tous taxés à 20%. Économie, 400 000 €. 400 000 € et je suis sur la première génération. Je ne parle même pas de l'économie qu'elle a fait, elle, en ayant déjà anticipé sa transmission. 1 500 € pour un testament chez votre début serviteur, 400 000 € d'économisés. Est-ce que vous avez de meilleurs placements à me présenter? Non. Hein? Pas beaucoup, hein? Donc vous voyez, c'est une stratégie et ça tient dans une ligne. C'est une ligne sur le testament. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Donc voilà, la magie des legs d'attribution. Alors ça, c'est intéressant. Vous avez plusieurs enfants, ils ont des choix de vie très différents. Il y en a un qui est près d'Aix-en-Provence. Et ça tombe bien, vous avez un appartement. Évitez l'indivision. Attribuez cet appartement à cet enfant-là. C'est là encore une possibilité très intéressante. Les legs résiduels et graduels, alors là, c'est très astucieux, je vais vous en parler. Imaginez que vous avez un enfant qui n'a pas lui-même de descendance et qui, sans doute, n'en aura pas. C'est le cas parmi vous, de certains? Voilà. Donc, comme un joueur d'échecs, je pense le coup d'après. Et je me dis, cet enfant, lui-même, viendra décéder. Et il laissera comme héritier ses frères et sœurs. Donc, ils seront fiscalisés À mort. 35%, puis 45%. Sauf si on a mis une clause dans le testament en disant que vous avez légué à l'enfant, mais que si l'enfant décède sans descendance, alors les légataires de second rang seront les frères et sœurs. Et là, il y a un article très peu connu. Alors là, vous allez dire, oui, c'est son côté docteur en droit. Je sais, mais je vous le dévoile. Un article du Code général des impôts qui prévoit que dans ces cas-là, la fiscalité en présence de cette clause très particulière sera celle parent-enfant. Donc, au décès de cet enfant célibataire, on appliquera non pas la fiscalité 35-45%, mais un petit 20%. Donc là encore, il suffisait d'anticiper dans le testament et dans les donations. Alors, vous savez, autour, on parle beaucoup des camions et des engins lourds en ce moment, et vous savez qu'il y a un sticker obligatoire qui dit angle mort. Et là, je trouve ça beau, sur la pierre tombale de la famille Angle, attention, angle mort. Mais quand même étonnant, hein. Alors, la forme la moins sûre de testament, pour prendre le maximum de risques, une feuille de papier, un stylo, j'écris, je dépose chez le notaire. Ça, c'est pour avoir le maximum d'ennui, parce que va-t-il se passer? Ce testament dit holographe va attirer une certaine suspicion du code civil, qui va dire, il faut quand même que le juge contrôle. Parce que vous achetez une place de parking 15 000 €, c'est 30 pages d'actes, 40 pages d'annexes. C'est des débats à n'en plus finir avec le syndic, le premier notaire, le deuxième notaire de l'agent immobilier. Un testament pour tout votre patrimoine, une page de papier, oui, mais on a l'exemple de John, on a l'exemple d'Alain, Alain Delon, et il y a donc débat, discussion. Je vous recommande un testament sécurisé. Notaire, 2 témoins, avec des formes particulières pour être incontestable et exécutoire immédiatement, et qui ne donnera donc pas lieu à débat et à contestation. Le testament sera tout de suite exécutoire. L'assurance. Alors vous allez me dire, il a dû se tromper d'endroit. Parce que nous, on aime l'immobilier, et lui, il nous parle d'assurance. Parce que je m'efforce d'être complet dans le concept. Et l'assurance vie est assez extraordinaire comme outil d'optimisation et de transmission. Attention, je ne suis pas en train de dire faites une assurance vie fonds euros. À l'intérieur, si vous êtes un passionné de pierre, vous avez de la LCPI qu'on peut loger en assurance vie. Vous avez des actions vives du CAC 40. La LVMH a connu Madame Opine Michel. Donc elle sait qu'on a une gamme d'investissement dans une assurance vie qui est beaucoup plus étendue que vous ne pensez. C'est parce que souvent on propose le bas de gamme, là on ne pose pas de questions, c'est uniforme. La magie de l'assurance vie, c'est que le client souscripteur verse les capitaux à l'assureur, mais que l'assureur devient propriétaire des capitaux, et non pas dépositaire. Quand vous avez un compte de dépôt à la banque, votre compte de dépôt habituel avec votre carte bleue, votre chéquier, votre banquier
est un déposant. C'est votre argent. En assurance vie, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on vous parle de valeur de rachat. Vous dites, c'est à moi. Non, monsieur, vous allez racheter. Parce que ce n'est plus votre argent. On a prêté. Donc, en vertu de ce principe, article 1121 du Code civil, pour ceux qui sont passionnés, la conséquence est que le banquier est donc votre débiteur. Il a une dette envers vous si vous vivez et une dette envers vos bénéficiaires si vous décédez. Voilà ce qui explique que l'assurance vie est donc mécaniquement hors succession. Puisque l'assureur dit, mais moi, c'est moi qui avais les capitaux et je le verse, conformément au contrat, aux bénéficiaires. Donc les capitaux ne sont pas dans la succession. Alors, c'est très vrai, mais il y a eu quand même quelques correctifs, puisque la majorité de l'épargne financière des Français s'est déplacée avec le temps dans l'assurance vie. Pour les très vieilles assurances vie, exonération totale des capitaux transmis. Pour les assurances vie un petit peu plus fraîches, si vous avez eu la bonne idée de le placer avant 70 ans, l'abattement est de 152 500 € par bénéficiaire. Et puis, après, on est sur des tranches assez douces. Attention, les 700 000 ont changé entre-temps, il y a eu une petite amélioration. A l'inverse, même si vous placez les capitaux après vos 70 ans, vous avez un avantage énorme, c'est l'abattement des 30 500 € et l'exonération des intérêts. Donc ça reste corrélativement par rapport au droit commun. Donc vous voyez que si je compare la fiscalité successorale et la fiscalité d'assurance vie, ben je vois un avantage. Malheureusement pour vous, les clauses bénéficiaires sont souvent très mal rédigées. Elles sont souvent mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers. Vrai ou pas vrai? Donc, les enfants, quand ils sortent de la succession chez le notaire, se disent, c'est quand même bizarre. Papa, il disait toujours l'assurance vie, mais vous ne paierez pas d'impôts. C'est maman qui a tout reçu, mais pourtant elle était exonérée du tout. Donc, quel était l'intérêt de la manœuvre? Eh bien, on a loupé la transmission. Quelle est l'astuce? Elle est sur ce marchand de pneumatiques, dont la devise est « Vous pouvez tous crever ». Il est là. Voilà sa devise. C'est que les clauses bénéficiaires sont très mal rédigées. En général, on parle de conjoint sans autre précision. Concubin, partenaire de Pax, et si remariage, c'est flou, c'est artistique. Et puis, on oublie toutes les subtilités possibles. Ce qui est donc une catastrophe, puisqu'on désigne comme bénéficiaire la personne qui est totalement exonérée, et ensuite les héritiers. Que va-t-on faire? Tout à l'heure, je vous ai dit, le démembrement, c'est magique. Et si on faisait un démembrement de propriété? Si on désignait le bénéficiaire pour l'usufruit, et les enfants pour la nue propriété. Que se passe-t-il alors? Bonne nouvelle, c'est le conjoint qui encaisse l'intégralité des capitaux. Donc, financièrement, ça ne change rien. Vous avez placé 300 000 en assurance vie, vous avez désigné votre conjoint soit comme plein propriétaire, soit comme usufruitier. Il est défiscalisé, il ne paie pas un centime. Mais, puisque vous avez transmis la nue propriété aux enfants, votre conjoint et vos enfants vont convenir d'un document. Là encore, la clause, elle tient en 3-4 pages, pour que ça soit bien rédigé, dans la clause bénéficiaire. Dans laquelle les enfants vont dire « Maman, papa nous avait reconnu un peu un droit sur l'assurance vie, donc est-ce que tu pourrais nous rembourser à ton décès ?» Voilà, maman se dit « À mon décès, pas de souci, vous pourrez être remboursé. » Il signe ce document. Le fisc dit « Eh ben attendez, les enfants ils sont enrichis, ils ont reçu quelque chose, ils ont reçu une créance. » Alors bien sûr, ils ont pas reçu de sous, ils ont reçu une créance. Donc le fisc arrive, attention, taxation. Ah bah oui, mais les enfants, abattement, 152 500. Donc ils profitent chacun de leur abattement. Donc les enfants ont le papier d'administration en disant « Oui, on est fiscalisé, mais en abattement. » Ce qui fait qu'au décès de la maman, les enfants arrivent, le patrimoine de la maman c'est 1 million, et eux ils arrivent en disant « Ah, nous on a une créance, on vient chercher nos 300 000. » Et un créancier ne paie pas de droits successoraux. Donc on va vous dire, succession
1 million, moins 300 000, vous allez être taxé sur 700 000. Alors même que les capitaux, entre-temps, ont disparu, qu'on a laissé un patrimoine par ailleurs, peu importe. Donc, vous voyez que la modification de votre clause bénéficiaire est quelque chose de stratégique. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont une clause bénéficiaire démembrée. Ça n'a pas été modifié par le fisc récemment. Qui donc? La dette. Oui. De porter la dette, je croyais que le fisc avait récemment... Alors, ça c'est... Alors, je vois que monsieur, en principe c'est les cancres qui se mettent au fond. Que monsieur n'est pas un cancre, c'est très bien. Le législateur a modifié un autre dispositif. C'est la donation en quasi-usufruit. Donc on est dans le subtil, cher monsieur. Ici c'est septième dame. Pas dans le... Donc, c'est un autre mécanisme. Pourquoi? C'est des parents qui, de leur vivant, donnent à leurs enfants. Ils disent, comme on va donner par cette technique-là, nous on ne se dépossède pas des capitaux. Et ils ont une créance, et à notre décès, ils bénéficient de la créance. Déjà, c'était une pratique tellement douteuse que les professionnels, moi le premier, ne le faisaient pas, par crainte de l'abus de droit. Tous les schémas que je vous préconise sont parfaitement légaux. Ils sont justifiés dans le Code général des impôts. C'est que de l'astuce juridique, c'est que de l'intelligence rédactionnelle. Là, le démembrement n'a pas pour origine une donation, mais un décès. Donc, c'est totalement applicable. Il n'y a pas du tout de souci à ce point-là. La donation, oui, c'est pertinent de donner, le mieux possible. Moi, je vous recommanderais de donner le plus tôt possible, de donner le mieux possible par donation, et de donner plutôt de la propriété, et de donner plutôt aussi par société interposée. Je rajouterai qu'une technique intéressante pour aider les enfants, qui est souvent méconnue, c'est le prêt de famille. Le quoi? Le prêt familial. Je veux aider un enfant à s'installer, n'utilisez pas vos précieux abattements. Sauf les 31 865 donations Sarkozy, bien sûr, mais pour le reste, vous pouvez prêter. J'ai des clients qui ont fait un schéma de transmission, on a transmis la résidence principale en société, c'est un schéma qu'on pratique énormément, qui fonctionne très très bien. Et puis ils disent on veut aider 200 000 un enfant. On a fait un prêt avec une promesse d'affectation hypothécaire. L'enfant, il est avec la concubine du moment, ils achètent ensemble, dans 5 ans, ça se passe pas bien, les parents ne veulent pas que les 200 000 soient partis sur une ambiguïté. Donc les parents disent, on va voir le Bibi c'est moi, et à partir de là, on a un titre exécutoire chez le notaire avec une promesse d'affectation hypothécaire, donc ça ne coûte rien, c'est du papier, mais ça permettra, le jour où ça sent le roussi, aux parents de produire et d'obtenir une hypothèque sur le bien et de récupérer les 200 000. Alors, il est temps d'arriver vers la conclusion. Éviter... Le prêt doit être déterminé dans le temps, on peut courir... Alors, il faut-il qu'il y ait un intérêt? Alors, le prêt, premièrement, on peut mettre un prêt sur 10 ans, sur 15 ans. Sans délai? Exactement, sans délai. Deuxièmement, l'intérêt n'est pas obligatoire. C'est des parents qui prêtent à leur enfant. Et d'ailleurs, vous remarquez, en termes psychologiques, que si le fisc vous le reproche, vous pouvez dire, moi, alors que vous étiez prêt à donner les 200 000, donner 200 000, c'est quand même beaucoup. Je les prête. Vous voyez, la psychologie n'est pas la même. Donc je me garde une certaine garantie. Et que va-t-il se passer? Un phénomène purement financier. Votre enfant investit dans l'immobilier. Vous le savez, l'immobilier parisien, ces 10 dernières années, a pris plus de 50%. Donc ça grossit. Alors qu'à l'inverse, la créance que vous avez contre votre enfant se déprécie. Inflation. On est à une inflation officielle, 5, 6 ou 7%. Ça dépend si vous prenez Banque de France, INSEE ou gouvernement. Donc, vous avez 15 ans plus tard un bien qui a pris beaucoup de valeur contre une dette qu'on va rembourser en honnête singe. Et en cas de décès, c'est la valeur de la créance? Exactement, exactement. D'où l'intérêt de bien le prévoir successoralement aussi, parce que vous avez un peu avantagé un enfant. Donc vous voyez, il faut faire en sorte aussi que les autres l'aient. Et là, dans ces cas-là, la créance elle est mise dans la succession,
et elle est attribuée à l'enfant qui en était le débiteur. On va jouer ainsi une compensation pour garder l'égalité successorale. Ça a été fait sous forme de prêt in fine. Oui. On l'a fait dans la suite sous forme de prêt in fine. Est-ce que c'est intéressant? Mais je dois vous dénoncer. Ah, vous allez dormir en prison. Non, alors il n'y a pas. Non, il n'y a aucun souci. Prêt in fine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez dit je prête le capital et les intérêts, et il aura à tout rembourser. Alors, on peut avoir un in fine dans lequel on rembourse que le capital et on paie les intérêts pendant la période du prêt, voire même un in fine total dans lequel et le capital et les intérêts sont à rembourser à la fin. Mais bon, elle sera obligée par contre de le rembourser? Comment ça se passe? Alors, au moment de l'exigence du prêt, de l'exigibilité du prêt, pour être très précis, soit vous êtes décédé, et dans ce cas-là, c'est dans la succession. Bon, et on lui attribue dans sa part, et elle aura moins par rapport à d'autres. Hypothèse 1. Hypothèse 2, c'est toujours en cours, et là, on regardera ce qu'on fera. Soit la liquidité elle rembourse, soit vous avez retrouvé votre abattement fiscal et vous pouvez redonner. Voilà. Donc après, on a d'autres stratégies. Quand bien même elle aurait eu à rembourser purement et simplement, elle était financièrement très avantagée, et donc le coup de pouce était bien. Alors, moi je vous recommande, vous attendiez un signe, donc je vous en dis, j'ai mis un signe. Merci. Je vous recommande de faire du sur-mesure, du cousu main, de construire des stratégies permanentes. Je donne un exemple, mettre sa résidence principale en société, puis donner la nue propriété aux enfants. Tout on fait ça, ça marche très bien, les clients sont contents. Oui, mais pourquoi pas la donner en indivision? Parce que quand même pour une fille, on va payer un peu plus cher chaque année, puisqu'on ne va pas pouvoir déduire 30%, mais simplement 10%. L'indivision, ils se sépareront à 2,5%. Vous étiez au début de la conférence. Raisonnement petit. Je m'explique. Votre maison résidence principale vaut 1 million. Vous la portez à société. Vous pouvez faire, grâce à la décote de 20%, une transmission sur une base de 800 000. Quand on est sur un taux moyen d'imposition à 20% ou à 30%, que vous économisez 20% d'assiette taxable, vos queues de cerises d'IFI à 30 ou 40 euros, le prix d'un sachet d'un paquet de cigarettes, sont ridicules. Deuxièmement, on fait votre stratégie. Ok. Dans 10 ans, vous décidez de vendre la maison. Les enfants disent non. Comment vous faites? Problème. Je suis gentil avec vous, parce que c'est mon jour de gentillesse. Voilà, je suis comme ça. Je suis gentil avec vous, les enfants disent oui. Qui paie la plus-value? Code général des impôts, nul propriétaire. Fiscalité plein pot. Si vous étiez passé en société, et si, comme la législation fiscale vous l'autorise, vous aviez dérogé au principe que ce soit le nul propriétaire qui paie, et que vous aviez dit que c'était l'usufruitier, c'est vous et votre épouse qui étaient les usufruitiers. Donc vous aviez l'exonération pour résidence principale. Donc, vous allez économiser 630 euros d'IFI d'un côté, et de l'autre, je vous dis que la totalité de la plus-value immobilière latente est complètement exonérée, en passant par l'interposition d'une société. Il y a quand même une différence majeure. Pourquoi la plus-value est totalement exonérée en passant de société? Parce que qui vend le bien? La société. Oui. La société n'est pas un impôt sur les sociétés, donc ce sont les associés. Dans les associés, on a les parents usufruitiers et les enfants nus propriétaires. Qui supporte la plus-value entre l'usufruitier et le nu propriétaire? Non, le nu propriétaire. C'est de l'effet de plus-value. Et vos enfants, ils ont quitté le foyer familial, sauf si vous avez que des tanguis. Oui, si vous avez pratiqué votre technique du démembrement sur votre maison. Non, si c'est en société et que dans les statuts de la société, on n'a pas prévu. Oui, c'est une société pour moi, ça se ferait. Oui, mais c'est votre résidence principale. Oui, mais elle sera pas mieux. Donc vous êtes exonéré. Ok. Oh non, c'est génial. Faut que je le rencontre ce gars. Et vous m'achetez un patrimonio. J'en ai vendu un. J'ai vendu un patrimonio ici. Bah, monsieur l'éditeur, notez, monsieur là. Vous comprenez l'intérêt? Oui, oui. S'il vous plaît,
N'y a-t-il pas un risque en optant pour l'impôt sur les sociétés, Oui. parce qu'on ne peut pas revenir normalement à une option sur l'IR? Exact. Donc vous êtes toujours, lorsque vous optez à l'impôt sur les sociétés, vous faites en général une tirelire. Oui. Mais cette tirelire, en définitive, elle n'est pas véritablement disponible parce que vous allez avoir des taxations supplémentaires lorsque vous allez éventuellement retirer l'argent de cette tirelire. Alors, objection, votre honneur. Deux objections. La première, c'est que vous escomptez que le gain que les économistes appelleraient en cash flow du flux de revenus continus économisés. Avant, vous aviez un revenu à 100 000 euros brut, et puis grâce à l'IS, il est taxé que de moitié, et donc dans la société, on va en avoir plus. Vous escomptez que cet avantage va neutraliser l'inconvénient de la taxation à la sortie. Vous comprenez ? Parce que à la taxation à la sortie, vous allez avoir non seulement la plus-value si vous vendez bien, et vous allez avoir la distribution des résultats. Alors, on va prendre un autre exemple. Imaginez que votre société génère 1000, mais que sur les 1000, vous êtes taxé sur 200 pendant des années, et que vous avez donc 800 chaque année, en net. Que ces 8 ans, vous les réinvestissez, vous avez un effet de levier pour emprunter. À la fin, par le jeu des intérêts composés, vous êtes à la tête d'un empire. Vous pourrez racheter Paris en quelques années. Presque. Alors, votre quartier, vous rachetez votre quartier. Bon. Alors qu'à l'inverse, un impôt sur le revenu, vous n'avez pas du tout cet effet-là. Je sais. Maintenant, Mais vous êtes libéré, tandis que vous avez... libéré, délivré, comme dans la chanson. Sinon, vous Alors. avez un impôt latent qui vous attend à la sortie, parce que c'est... Enfin, je pense que c'est très grave. Moi, personnellement, je me méfie énormément des options à l'impôt sur les sociétés qui sont normalement irréversibles et qui vous entraînent sur des impôts que vous n'imaginez pas payer à la sortie. Voilà. Alors, à partir du moment où on en parle, ce risque d'imagination disparaît, puisque c'est posé sur la table. Oui, bien sûr. Et 99% des clients vont vous dire je préfère aujourd'hui me constituer de la trésorerie, faire grossir mon patrimoine, que d'être saigné maintenant et qu'à la fin, voilà, croyant. Deuxièmement, est-ce que vous connaissez la technique du compte courant pour la distribution de flux de revenus? Qu'est-ce que c'est? Quand vous faites votre acquisition, vous dites j'achète pour 1 million, le banquier dit attendez, je veux un apport personnel. Je veux un apport personnel de 200 000. Vous créez votre société, on met un capital de 1000 et vous prêtez en compte courant à la société 200 000. La société a donc un patrimoine de 200 000 prêté en compte courant plus 1000 au capital. Les années s'écoulent. Et puis vous me dites, voilà, il y a eu l'emprunt, moi j'ai remboursé l'emprunt, puis maintenant il y a la trésorerie. Et j'ose pas me distribuer parce que c'est ce que vous dites. Mais je vais vous dire, mes chères madames, comptablement, vous avez 200 000. Donc, les 200 000, vous pouvez, par, en général, un échelonnement, faire en sorte que la trésorerie de l'entreprise qui était affectée à rembourser le prêt bancaire, vous récupérez vos 200 000 au fil de l'eau. Oui, mais les 200 000, c'est comme si je les avais mis en banque. Je les récupère comme ça, quand j'en ai besoin. Mis en banque avec un effet de levier dont vous profitez, avec une structure dont vous avez le contrôle. Après, chère madame, dans notre métier, vous avez compris que moi je vais vous donner des solutions techniques. Après, c'est fonction de votre sensibilité. Si vous me dites j'ai peur de l'IS, bon, on ne fera pas d'IS, hein, c'est pas grave. Hein. Il y a bien la grosse plus-value, madame le dit, il y a la grosse plus-value à la sortie. Exact. Exact. Qui refait perdre. Sauf si vous avez un schéma optimisé. On a vu tout à l'heure qu'on avait des schémas. Si vous êtes dans un schéma avec un démembrement, souvenez-vous de ce schéma, par exemple. Ce schéma, j'ai pas de problème de plus-value. Si je détiens la nue propriété d'une société civile à l'IR et que c'est une société à l'IS qui détient un usufruit à durée fixe, j'ai pas de problème. Puisque quand l'usufruit va s'éteindre, mon bien tombera en pleine propriété dans une société civile qui est à l'IR. Vraiment, vous achetez le patrimoine. Achetez même 2 patrimoniaux. Je suis comme les médecins, c'est mon côté docteur, donc je fais les prescriptions, et là je dis pas un cachet.
matin, midi et soir, je dis 2 cachets. Chronologiquement, dans quelle langue ça se déroule? Bah, en général, c'est à l'acquisition. L'idéal, c'est à Il l'acquisition. faut l'avoir dès le début. Bah, voilà. Il faut m'avoir connu dès le début. Alors, j'en étais à, pour tenir les respects, dans le respect des horaires et du cuir chevelu. Ah, voilà. Donc, j'étais à vous dire, tout simplement, voilà le signe. Hein, vous attendiez le signe, c'est bon, il est là. Si vous souhaitiez me contacter, je vous laisse mon adresse courriel, qui est ici, ou vous allez sur le site notaire.fr, vous tapez mon nom, ou sur le site lepatrimonio.fr, un site tout à fait intéressant aussi, pour que je puisse vous conseiller au mieux de vos attentes. Et sur ces doctes propos, je crois savoir en plus haut lieu qu'il y a peut-être, si je ne me trompe pas, un petit bouléant, non? Non? Juste une petite remarque. Il y a une remarque, et non pas un bouléant. Un intérêt sur le testament, qui est un outil merveilleux, surtout authentique, hein, et surtout pas, comme vous l'évoquiez, attention quand même. Le testament va être fait à un instant T, où on a toutes ses capacités, on a toute sa pleine mesure un petit peu de conscience. Les relations intrafamiliales avec le temps vont peut-être pas être aussi au beau fixe dans l'avenir. Donc c'est un instrument un peu à risque à terme. Vous voyez ce que je veux dire, maître? Alors, s'il est mal rédigé, je donne un exemple rédactionnel qui va vous permettre d'appliquer exactement. Ici, il peut se changer. Des petits concubins vont voir le notaire et ils disent bah, on achète à 2, c'est un gros emprunt, c'est notre résidence principale, et puis en cas de décès, on va être bien protégé. Donc le notaire dit Pax plus testament, c'est très bien. Le Pax permet l'exonération totale de droit de conjoint. On va faire un testament dans lequel on va dire je désigne comme légataire Stéphanie Legrand. Point. On peut même mettre sa date de naissance, voilà. 15 ans plus tard, il a rompu avec Stéphanie Legrand. Il s'est marié avec Jacqueline Dupuis. Et puis il décède. Et là, on retrouve le testament. Et on va aller chercher cette brave dame, qui avait même oublié qu'elle avait été, dans ses folles années de jeunesse, en concubinage avec ce monsieur. Et elle va tout recevoir avec une fiscalité de 60%. Après un abattement de 1594. Qu'est-ce que je fais dans mes testaments? Je dis, je désigne mon conjoint. Et ensuite, je mets une clause de définition pour dire ce que j'entends par conjoint. Le conjoint, c'est la personne avec laquelle je suis marié ou partenaire de pacte. Marié, j'envisage le cas d'une séparation de corps. Là, j'ai tous les couples. J'ai les couples qui me disent, bon, même séparés de corps, ce qu'on appelle le divorce des catholiques. Les gens séparent leurs intérêts, mais ils restent mariés, avec l'avantage fiscal associé. Et donc, ils disent, bon, écoutez, bah, même si on est séparés de corps, on garde l'avantage fiscal. D'autres disent, ah bah non. Vous voyez, on le met sur mesure. De manière à ce que la clause s'adapte aux circonstances de la vie. Et puis ensuite, il y aura toutes sortes de conséquences, notamment pour la gestion avec les enfants, etc. Donc, il ne faut pas non plus se décourager de faire un testament en disant « l'avenir est compliqué ». C'est à nous de faire en sorte que le testament envisage l'ensemble des cas. Moi, j'envisage toujours 4 cas. Si je laisse un conjoint et une descendance mais pas de conjoint, il est déjà décédé, divorce, etc. Je laisse seulement mon conjoint et pas de descendance, et je laisse ni l'un ni l'autre. Et à partir de là, on a tout envisagé. Et comme vous le dites très justement, ce qui fait que, quels que soient les parcours de vie et les événements, le testament doit être suffisamment bien rédigé pour intégrer. Il y aura toutes sortes d'événements qui vont survenir, il y a malheureusement un enfant qui prédécède, il se passe plein de choses. Donc c'est vrai que ça doit être envisagé, ça doit être anticipé. Vous parlez que des couples, là, vous ne parlez pas des gens célibataires. Oui, alors, je suis en train de développer l'activité agence matrimoniale. Voilà, donc tous les célibataires me mettent leurs petits coordonnées, et après j'essaierai d'organiser. Alors, après, ça c'est là encore, c'est tout à fait vrai. Je donne un exemple, l'assurance vie. L'assurance vie est un très bon outil de transmission, puisque les 152 500 €, c'est par bénéficiaire, peu importe le lien de parenté. Mais quand on a plus de 70 ans. Alors, chère madame, là, vous commencez à compliquer l'équation. Alors, non, mais après, on en parlera. C'est du cas par cas. Là, actuellement, on a une personne, on est là-dessus, et qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. Et effectivement, par exemple, je vais vous raconter un cas qu'on a en cours, un dossier en cours. Mon client vient me voir, on est en train de faire sa transmission, et il me dit « Mon père s'était remarié. Et j'ai gardé toujours les meilleures relations du monde avec
sa nouvelle épouse. Malheureusement, mon père est décédé, et elle m'a dit qu'elle voulait que je sois le légataire. Donc, en l'espèce, elle veut transmettre la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On met la maison en société, donc 20% de réduction d'assiette taxable. Deuxièmement, la grand-mère a moins de 91 ans, moins de 71 ans. Donc, elle va pouvoir transmettre avec 30% d'abattement. Donc là encore, très intéressant. Et comme le beau-fils est fortuné, lui il dit, je préfère, plutôt que de payer 60% sur la maison, payer 60% sur des parts de sociétés qui ne valent que 80% pour acheter de la nue propriété qui ne vaut que 70% dans leur cas. Donc là, il faut une économie considérable. Autre exemple. Il a même intérêt, dans son cas, à mettre ses propres enfants, puisqu'il va léguer ou il va donner à une personne pour 60%, et quand cette personne va décéder, ses propres enfants vont être refiscalisés. Autant faire un démembrement en disant je me garde un usufruit, puis l'usufruit pour l'autre, puis la propriété pour l'autre, puisque c'est à 60% qui désigne l'enfant ou le premier légataire ou les seconds légataires. Donc vous voyez, il y a encore un peu d'astuces quand même. Après, il y a les bois et forêts, après on discutera. S'il vous plaît. Oui. 2 points. Le premier et le second. Le premier, c'est de peut-être, et vous me confirmerez peut-être, que se méfier au moment quand on fait un démembrement, si ce sont des biens en location meublée. Parce que l'usufruitier risque de perdre une grande partie des amortissements dans sa déclaration. Il devra payer bien entendu l'impôt sur la fortune, il recevra les loyers, et s'il a 20% par exemple d'usufruit et 80%, il y a 80% de propriété, il ne pourra déduire de ses loyers que 20% des amortissements. Donc ça, je crois qu'il y a un grave danger, vous pourriez me confirmer, et j'ai un deuxième point après. Oui, j'écoute le deuxième point. Le deuxième point, je veux savoir, dans un pacte familial, est-ce qu'on peut s'affranchir des quotités, des réserves héréditaires, etc., à partir du moment où tout le monde est d'accord et qu'il n'y a pas de préjudice pour le fisc? Alors, je vais répondre à votre question. La seconde, la première m'inspire moins confiance. Sur la première question, le Code civil prévoit ce qu'on appelle la renonciation à action en réduction, ou rare. Mais comme son nom l'indique, elle est rare. Parce que même les notaires ne veulent pas recevoir le consentement dans un contexte où on vous dit tout le monde est gentil, tout le monde est bien, et c'est pour aider notre frère, et patati et patata. Donc on signe à ce moment-là, et puis on sait ce qui se passe. Alain Delon, et 15 ans plus tard, ah mais moi on m'avait pas dit, mais je n'avais pas du tout conscience, mais renoncer à la succession, c'est pas. Donc là-dessus, je suis beaucoup plus prudent. Maintenant, vous avez la question de l'atteinte à la réserve héréditaire, qui est traitée dans votre merveilleux ouvrage Le Patrimonial, et en particulier, par exemple, l'appréciation de la réserve héréditaire n'existe pas en matière d'assurance vie. Donc on peut avoir de la souplesse. Donc ça veut dire que si mon patrimoine, je le transmets principalement par l'assurance vie, sauf la notion de prime manifestement ici, néanmoins j'ai quand même une marge de manœuvre, plus de souplesse. Deuxièmement, parfois, alors là j'ai encore un autre exemple, vous avez un enfant avec lequel les relations sont très difficiles, sont compliquées, vous n'entendez pas l'avantager en particulier. Certains disent, ah ben on va rien lui transmettre, et alors que se passe-t-il? Il fait un procès, il dit, moi je veux mes droits réservataires, alors là on est parti sur un procès, et les autres disent, bah oui mais on n'a pas l'argent, donc on est dans la mouise, etc. Parfois, une technique de neutralisation va consister à ce que cet enfant reçoive des parts dans la société familiale. Mais, s'il a peu de pouvoir, il enquiquine personne. Et au fond, ça a évité de décaisser, et donc sur mes 4 enfants, il y en a un qui est un super enquiquineur, s'il a une quote-part des parts de la société, son côté enquiquineur est neutralisé par rapport aux deux extrêmes, qui soient indivisaires, qui puissent provoquer la vente, ou qu'on l'ait totalement évincé et qui demandent en cash ses droits réservataires. Non, je parlais encore d'accord familial. Voilà. Tout le monde est d'accord, bien entendu. Sachez que si tout le monde est d'accord, au fin du fin, comme l'action reconnue aux héritiers réservataires ne s'ouvrira qu'au décès, dans ces cas-là, on est tranquille, vous voyez, ça s'ouvrira qu'au décès. Et au décès, il dira, bah non, oui, bah, moi je l'ai vu le cas dans une famille,
Il y avait un frère et 2 sœurs, ils s'entendaient très bien, et je dis, bah, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on applique les règles du rapport successoral qui permettent de rééquilibrer entre vous parce que vous avez reçu des biens immobiliers différents, à des dates différentes, dans des contextes différents, et il faut rééquilibrer. Je leur dis, c'est ce que dit le Code civil. Ils m'ont dit, nous on souhaite pas. Bon, eh ben, on a signé le papier en disant qu'ils ne le souhaitaient pas. Moi je les avais informés. Et puis ça passe bien. Oui. Chère madame. Maître, il était convenu, il me semble, qu'on fasse la dernière actualisation de cette affaire à rebondissement, qui est le pacte du trail. Oui. La dernière actualisation de ce grand moment. Alors, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Pour faire très court. Pour faire très court. Nous sommes en France dans une fiscalité confiscatoire, successorale, et ça pose notamment le problème de transmission des entreprises. Et M. Renaud Dutreil, ministre des Finances en son temps, avait mis en place un dispositif ingénieux en disant que sous certaines conditions, du patrimoine qui était correspondait à une entreprise, une activité vraiment d'exploitation, qu'on avait un engagement pris par les associés de conservation pendant une certaine période, conservation collective, individuelle, etc., fonction de direction, bref, sous certaines conditions qui n'étaient pas impossibles à réunir, alors on reconnaissait un avantage successoral considérable, puisque au lieu de taxer sur une assiette à 100%, on ne taxerait que 25%. Donc il y avait une réduction taxable de 75%. Évidemment, ça ne concernait pas une société qui avait une activité de simple détention de patrimoine familial. Mais on avait l'épaisseur du trait. L'épaisseur du trait, c'était la société qui faisait de la location de meublés. Pourquoi ? Parce que dans la doctrine fiscale, on considère que la location meublée est une activité commerciale. À tel point que si vous faites de la location meublée dans votre société civile, le fisc dira « je vais vous mettre à l'impôt sur les sociétés, même si vous ne voulez pas, parce que vous faites une activité commerciale ». La réponse étant la SARL de famille, on y revient. Donc, là, moment de panique, ou plutôt opportunité, parce qu'on se dit, mais, puisque la position de l'administration, c'est de dire le meublé, c'est du commercial, bah, on pourrait bénéficier du pacte public. Et là, en milieu d'année dernière, la Cour de cassation nous dit ah, c'est pas idiot votre truc, je suis d'accord. Donc le pacte du treuil, vous pouvez le faire. À peine quelques mois plus tard, on devait être en tout début septembre ou fin août. Le Conseil d'État, puisqu'en France vous avez beaucoup de choses, beaucoup de juridictions, et notamment là, le contentieux fiscal relève et la juridiction suprême judiciaire et la juridiction suprême administrative, le Conseil d'État dit mais vous avez raison aussi, et allez hop, on y va. Donc opportunité très intéressante. Mais la fenêtre de tir était quand même très étroite, parce que le législateur s'en est ému. Vous vous en doutiez un peu. Donc le fisc était aux aguets, a dit oh là là, et donc, dans la loi de finances, a été rabattu les cartes, on a dit poète, pas de pacte du treuil possible si on est dans une location meublée. Professionnelle ou pas, peu importe, même professionnelle. Donc fermez le banc. Moi j'avais un client, mais je lui en parlais depuis le début de l'année dernière, écoutez pas. Puis après, il m'a dit ah, je vais attendre que ça s'améliore, on me dit feu vert. Ah ben, si je vais attendre que ça soit... ça passe au feu orange, ça passe au feu rouge. Quand vous avez un feu vert, il faut y aller, quoi. Faut pas attendre, je sais pas ce qu'on attend. Hein. Bon, toujours est-il qu'il s'est fait piéger comme ça. Mais à l'inverse, voilà. Alors maintenant, ça ne veut pas dire... par contre, il y a d'autres clients qui ont très très bien fait les choses et qui ont transmis, mais il y avait des éléments de complexité, on a réussi à transmettre en janvier, tout à fait intelligemment, il y a encore d'autres choses à faire par la suite. Donc tout ça pour dire que le législateur veille au grain et qu'on a pu observer donc pas mal de rebondissements en la matière. Mais aujourd'hui, alors que faut-il faire alors ? Ah ben, il faut prier.
particulier. Non, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas faire un pacte du treuil si c'est une activité de location meublée. Alors, après, il ne faudra pas tout enregistrer, hein, cher monsieur. Hein. Mais après, je connais certaines personnes qui ont une activité tellement dense d'exploitation dans la société qu'ils arrivent quand même à dire on est une société d'exploitation. Le cas classique, c'est un entrepreneur qui avait pas des grandes surfaces, qui continue une activité de conseil, qui a encore des salariés, encore le tampon, de la TVA, et donc s'il y a un petit peu d'immobilier là-dedans, ça passe inaperçu. Mais s'il n'y a que ça devient compliqué. C'est l'hôtellerie. Voilà. Mais il faut que ça soit une activité d'exploitation. C'est pas de la détention. C'est pas la même chose de dire je gère un actif et puis j'encaisse chaque mois des revenus, et puis j'ai une activité d'exploitation. Le Code général des impôts dit artisanale, industrielle, commerciale, etc. Et dans l'exploitation, est-ce qu'on peut, par exemple, y inclure des services? Par exemple, un service de nettoyage? Oui, bien sûr, ça va dans le bon sens. Oui. Le fait d'inclure des services dans cette activité de location meublée professionnelle, ça pourrait entrer dans... Après, chère madame, vous êtes dans l'épaisseur du trait. Exactement. Le problème qu'on va rencontrer, c'est ce qu'on appelle un faisceau d'indices, comme disent pudiquement les juges. Vous voyez, ça vous fait peur à des gens, hein. Il y a des gens qui s'enfuient, avec vos histoires. Donc, il va dire, non, au fisc, non, je ne la connais pas cette dame. Non, j'étais pas là, pas vu. Donc, ce qui se passe dans votre cas, c'est que entre une société de pure détention et une société d'exploitation, la frontière n'est pas facile. Et donc, ensuite, ça va être dans le cadre d'un contrôle fiscal qu'il va falloir argumenter. Moi, quand les clients me sollicitent dans ces cas-là, je leur ai dit, première chose que vous faites, c'est que vous créez un super site internet. Je connais un garçon qui fait ça. Il fait un site à 2 000, 3 000 euros, un très joli site qui raconte une histoire, vos projets d'investissement, votre dynamique, etc. Ce qui fait que le fisc, il voit une société qui s'appelle les Hôtels du Grand Nord. Il tape les Hôtels du Grand Nord, une entreprise familiale d'investissement, vous avez des projets, venez nous solliciter, etc. Il n'y a personne qui répond au bout du pied. Pas grave. L'essentiel, c'est qu'à un premier contrôle fiscal, on se dise quand même, il se passe des choses intéressantes, vous voyez. Oui, donc, d'avoir une certaine surface. Merci de poser les questions plus fort que tout le monde en profite. Alors, et après, je vois qu'il y a d'autres questions, madame, parce que il y a d'autres questions. Donc, je vais me permettre de passer le relais. Monsieur. Alors, madame, vous aviez... Alors, il y avait la dame en rouge. La dame en rouge qui parle au monsieur avec la barbichette. Chère madame, la parole est à vous. Non, parce que moi, c'est vraiment un cas particulier, il faut que je vous mette sur ça. D'accord, on gérera votre cas particulier. Le monsieur du fond. Oui, pour le cadre des ventes à soi-même, de mon expérience, les banques écarquillent les yeux quand on vient vers elles. Est-ce que de la vôtre, vous voyez des banques qui marchent dans la combine et qui créent les bonnes conditions? Le problème, c'est que votre dossier est mal présenté. Probablement. Je vous donne la réponse et vous allez me dire, demain, 9h, je reprends rendez-vous chez le banquier. Imaginez que vous avez un bien 1 million. Vous allez voir monsieur le banquier en disant, chère madame, on est en... Oui. Oui. Ah, ça, oui, non, on est d'accord. Alors, je vais le signaler au fisc aussi. Alors, imaginez que vous avez un bien qui vaut 1 million. Vous allez voir le banquier en disant, prêtez-moi 1 million et même les frais d'acquisition. Le banquier est terrifié. Si vous lui dites, j'ai créé une société qui ne va pas racheter tout le bien pour 1 million, qui va racheter 60% du bien. Et je vais apporter 40% du bien. Je vais apporter. Donc en contrepartie, vous recevez des parts sociales. Le banquier dit, et votre dossier me plaît, parce que je vais prêter 600 000 à une société qui va avoir des revenus sur une assiette 1 million et qui va avoir une assiette de garantie d'1 million. Qui autrement, par le biais de l'apport à société,
vous pouvez moduler au centime près ce que vous empruntez. Donc dites au banquier combien vous me prêtez. Et non pas, monsieur le banquier, prêtez-moi sans autre précision, et dans ce cas-là, il bloque. Qu'en pensez-vous? J'essaierai. Voilà, ben, rendez-vous demain 9h. D'autres questions? On passe à la SARL de famille, c'est quoi la différence? Alors, le problème que nous avons vis-à-vis du fisc, c'est qu'en matière de société civile, si vous faites de l'allocation meublée, il va considérer que vous devez relever l'impôt sur les sociétés. Donc il y a une bascule qui, par hypothèse, vous n'est pas favorable, parce que sinon l'impôt sur les sociétés, vous l'auriez pris dès le départ. Donc, dans ces cas-là, il faut procéder différemment et aller chercher dans le Code général des impôts, qui prévoit que la SARL, qui en principe est à l'impôt sur les sociétés, peut être à l'impôt sur le revenu. Si la société, plusieurs conditions, mais si la société en particulier est une société familiale, entre des époux, entre deux frères, entre des parents et des enfants, entre des partenaires de pacte, on ne prend pas en compte les concubins, etc. Donc vous modifiez votre forme sociale, de société civile, vous passez en SARL. Là, j'étais au téléphone lundi avec des clients, ils sont en société civile sur la résidence principale, ils veulent profiter des JO pour louer, et bien on va passer en SARL. Là où avant c'était une société civile, qui était à l'IR, on passe en SARL, on a le critère familial, on opte pour l'IR. Attention, si vous n'optez pas, vous êtes basculé à l'impôt sur les sociétés. Et comme la SARL est une société qui peut faire une activité commerciale, le fisc ne peut pas requalifier. Parce que le raisonnement du fisc, c'est de dire comme la société civile, elle ne peut faire qu'une activité civile, et faire de la location meublée est une activité commerciale, donc je vous requalifie. Alors vous me dites, ben oui, à ce moment-là, pourquoi pas faire une SARL dès le départ, de famille? La SARL de famille a deux grands inconvénients. Le premier, c'est que ça va déclencher des cotisations sociales. Alors c'est compliqué, parce qu'en réalité, il faut aller voir l'expert comptable, parce qu'il faut éviter que le gérant soit majoritaire. Si on a un gérant minoritaire, ça peut coller. Donc vous voyez, il y a toute une stratégie de pouvoir. Et deuxièmement, autant le droit des sociétés civiles, c'est open bar. On fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. On aménage comme on veut. Autant le droit des SARL, c'est un droit beaucoup plus contraignant. Je donne un exemple. Vous dites, je vais apporter mon bien à la société. Je vous dis combien vaut-il? Vous me dites à peu près 1 million. Je vais vous dire, allez voir une agence immobilière, revenez avec un avis de valeur, 1 million, on reçoit l'acte. Pourquoi je vous demande un avis d'agence immobilière? Pour s'assurer que la valeur est conforme. Bon. En SARL de famille, puisque votre bien est le gage des créanciers, les créanciers vont penser qu'il y a 1 million dedans, et que vous n'êtes pas responsable solidaire indéfini du patrimoine, je rentre dans les détails techniques, mais toujours est-il que la loi dit il va falloir contrôler la valeur du million. Donc, commissaire aux apports. Donc, allongement des délais, et cet homme-là, il va falloir le payer. Quelqu'un qui va intervenir en plus. Donc, vous voyez, il peut y avoir une lourdeur, une pesanteur. Deuxième exemple. Vous créez une société et vous dites, pour capital social, je vais mettre 100 000. En société civile, vous pouvez ne rien mettre le jour de la signature. Vous direz les 100 000, non, mais je les verserai plus tard. Et 20 ans plus tard, ils ne vont pas verser. Pas grave. Alors que, en SARL de famille, le jour de la signature des statuts, il faut avoir décaissé au moins 20%. Voilà. Donc c'est plus contraignant, c'est plus lourd, c'est plus compliqué. J'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'après, il y aura quand même des dédicaces, hein, pour ceux qui ont acheté un merveilleux ouvrage. Je vois que la pile fond comme neige au soleil. Par rapport à la SCI. Oui. Oui. Par rapport à la SCI. Oui. Alors là, c'est un mot-clé, c'est pas une question. Non, entre la SCI et la société civile tout court. Alors, c'est une différence très simple, c'est quel est l'objet de la société. Une société civile immobilière ne peut faire que l'immobilier. Une société civile fait ce que vous avez prévu de mettre dans les statuts. Pour mes clients, on met en général immobilier, financier, holding. Et on passe facilement de l'un à l'autre? Ah, c'est facile, c'est une assemblée générale extraordinaire, c'est une refonte statutaire, ça c'est vraiment très facile et ça n'a aucune conséquence fiscale. Oui, d'accord. On peut modifier
modifier, En cours de route. supprimer le code immobilier quand on a pas bien. En général, les statuts de société sont en général très mal rédigés. Donc, une des premières choses à faire, c'est de tout reprendre. On remet tout à zéro. Comme c'est vous qui avez tous les pouvoirs, parce que c'est votre société, c'est moi qui rédige, c'est vous qui signe. Je donne un exemple. Vous dites, je suis très malin, je protège mieux mon patrimoine, j'ai une société civile. Et les statuts ont été rédigés à l'époque par un marabout, un rebouteux, un expert comptable trouvé sur Internet, que sais-je encore, ou dans Picsou Magazine, un supplément société civile, etc. Puis arrive un décès ou une donation. Dans ce cas-là, démembrement, usufruit du propriétaire. Qui a le droit de vote entre l'usufruitier et le propriétaire? Le du propriétaire. Donc vous êtes dépouillé de vos pouvoirs du jour au lendemain en cas de décès. Alors qu'on vous avait expliqué que la société c'était formidable, ça permettait de protéger le conjoint survivant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Refondre les statuts pour dire les pleins pouvoirs sont à reconnaître à l'usufruitier. Il y a quelques rédactions, il y a quelques précautions rédactionnelles, mais ça c'est tout à fait possible. Il y avait une question derrière vous, je crois? Non? C'est bon? Ah, c'est devant. Chère madame, je vous écoute. Alors, dans tous les cas de figure que vous avez proposés, ce sont, il faut au moins plusieurs, au moins 2, 3, 4, 10 si on veut, il faut plusieurs. Et une personne, elle peut rien faire, qui a des ajouts à payer quand même, un appartement, c'est une solution. Pour une société civile? Non, pour faire, je sais pas, non. Ah non, bah c'est pas. Pour la société, alors, pour la société civile, il faut être à deux, mais ça, c'est pas diriment non plus. Je donne un exemple. Vous créez une société avec un comparse qui a 100 parts sociales. Et s'il n'y a pas de comparse? Ça se trouve, il y a plein de comparses. Là. Moi, je trouve 80 comparses. D'accord? Donc, chère madame, donc vous faites votre petite... Donc, vous avez un comparse. Il souscrit pour 100 € de part sociale, et puis, il vous les recède. Donc, vis-à-vis du greffe, il y a bien 2 associés au départ, puis ensuite, on refait une refonte statutaire, vous êtes toute seule. Alors, vous allez me dire, oui, mais ma société, elle a qu'un seul associé. Donc, c'est pas bien. Parce que le Code civil prévoit que, pour la forme de société civile, il faut 2 associés. Mais... Alors, oui, mais pas en société civile. Les unipersonnels, c'est le URL et la SASU. Il n'y a pas d'autre forme. Société, en principe, c'est avoir un projet économique à 2. La société toute seule, c'est un peu spécial. Moi, j'exerce comme notaire, je suis tout seul, j'ai une cellule. Et dans une cellule, je suis tout seul. Et ça, c'est permis par la loi. Une société civile, c'est pas possible. Exactement. Donc, dans votre cas bien précis, que va-t-il se passer? Dans l'absolu, le Code civil dit que le président du tribunal judiciaire, anciennement tribunal de grande instance, pourra vous demander, sous 1 an, d'avoir un autre associé. Vous voyez? Mais la procédure, elle est faite 1 fois sur 1000. Donc, vous voyez, moi je connais des gens, ils ont une société, il n'y a qu'une seule personne. Hein. C'est pour la cession du patrimoine. On a vu, l'IS, c'est pas une question de cession du patrimoine, c'est de payer moins d'impôts à un instant T. Il y a plusieurs buts, plusieurs projets. Une dernière question avant les... Chère madame. Oui. Moi, je voulais savoir, lorsque rien n'a été spécifié entre nu propriétaire et usufruitier, qui finalement a la responsabilité entre les deux? Pour la responsabilité de quoi? Lors de réunions de copropriété ou quoi que ce soit. Ah, alors, l'idée est la suivante. En général, c'est plutôt l'usufruitier, puisque c'est lui qui a la jouissance. Mais ensuite, par exemple, sur les charges, ça va être toujours un peu plus compliqué, parce que vous avez des charges comme un peu avec le locataire. Un peu, il va falloir ventiler. Les gros travaux, ça concerne plutôt le propriétaire. Là encore, comme dans le patrimonial, vous verrez, il y a un tableau qui présente ça. Comme le cas est un peu délicat, moi je vous conseille surtout d'avoir prévu dans le testament, si c'est une transmission par décès,
dans la donation, c'est une transmission par donation, qui a le droit de vote, qui fait quoi? Parce que c'est matière à complication. D'accord, merci. Cher monsieur, je répondrai peut-être en privé à votre question pour qu'on fasse des dédicaces avant. Quel est le calendrier, monsieur le délégué général? C'est vous qui êtes... Oh, ça, c'est mon métier d'être maître. Ça, déjà, ça me va. Là, déjà, ça me va. Et même, vous avez vu la taille, double maître. Le client m'appelle grand maître. Le grand maître. Alors, une dernière question pour monsieur. Est-ce que votre cabinet s'occupe également des déclarations fiscales? Non. Non. Vous voyez, question simple, réponse simple. Ben, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui souhaitent... Alors, comment s'organise la vente, monsieur l'éditeur? C'est vous qui allez encaisser? Voilà, alors moi je vais dédicacer, il n'y a pas de souci, mais l'encaissement se fait avec ce monsieur. Voilà. Et puis donc moi je suis à votre disposition, et puis voilà. Merci de votre attention à tous.